Bonjour et bienvenue dans le Mac de la Science. Bienvenue chez moi, en fait, dans mon bureau. Parce que vous allez voir, il n'y a pas besoin d'avoir un laboratoire comme décor, de s'habiller avec une blouse blanche, d'utiliser des mots compliqués. Pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre et pour aimer les sciences. Chaque semaine, je vous emmène un peu partout autour du monde à la rencontre de scientifiques, de chercheurs, d'explorateurs, d'inventeurs, tous des passionnés. Vous allez voir que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Au sommaire cette semaine, direction la Nouvelle-Calédonie, où, malgré les contrôles aux frontières, la fourmi électrique a tout envahi. Jus de pomme ou jus d'orange, fruits pressés ou concentrés, c'est l'écologie qui s'invite au petit déjeuner. Enfin, je vous emmène en randonnée dans le parc des écrins, mais attention, interdit de nourrir les marmottes. Halte là! Contrôle inopiné de la douane volante. Alors, ouverture des bagages et présentation des papiers afférents aux téléspectateurs. Il y en a déclaré? En France métropolitaine, il n'y a guère que dans les aéroports maintenant qu'on rencontre des douaniers. Ils s'intéressent aux cigarettes de contrebande et à la drogue. Mais ici, à Nouméa-Latontuta, l'aéroport international de Nouvelle-Calédonie, les douaniers s'intéressent, eux, aux insectes. Et plus particulièrement aux fourmis. Parce que là-bas, tout animal qui n'est pas natif de l'île représente un danger écologique potentiel. Bon, à part ça, vous êtes sans règle, circulez, il n'y a rien à voir. Enfin si, au contraire. Elle sème la terreur depuis des années en Nouvelle-Calédonie. 1 millimètre à peine, mais toute la population les craint. On les appelle les fourmis électriques. Pourquoi? On le comprend surtout sur la côte est de l'île, où les planteurs de café les redoutent bien plus que les guêpes ou les araignées. Au milieu des bananiers, on rencontre François Daoulot. Il a une petite exploitation traditionnelle de café. Mais disons, tu as une bonne production qui va s'annoncer là. Ce jour-là, Pierre Caz, un technicien agricole de la province, est venu faire le point sur la production de François. Sur cette parcelle, on compte une centaine de pieds de caféiers. Et s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est grâce à la ténacité de François, parce qu'il y a une vingtaine d'années, la fameuse fourmi électrique a débarqué. Impossible alors de travailler normalement. Tu rentres en dessous dans le feuillage, ben, il tombe sur le dos, sur la tête. Alors que tu as un crico à côté, parce que tu te fais plonger dans l'eau. Et quand elle pique, ça fait quoi? Ça gratte partout. Ça chauffe. Avec la sueur, ça colle sur la peau. C'est pénible? Oui, oui, oui. On le voit sur cette photo, les piqûres ne sont pas très impressionnantes. Mais la sensation de brûlure est intense. Et elle peut durer plusieurs dizaines de minutes. Originaires d'Amérique du Sud, les fourmis électriques ont débarqué dans les années 60 sur l'archipel. Elles se seraient cachées dans un chargement de pain des Caraïbes. Et puis très vite, en l'absence de prédateurs, elles se sont multipliées. Il suffit de 2 fourmis pour être embêté. Alors imaginez des centaines sur un cueilleur. Et les gens qui cueillaient, c'est les gens qui avaient besoin de pièces, qui avaient besoin d'argent. Donc ceux-là, ils cueillaient, malgré la fourmi. Et puis tous ceux qui avaient les possibilités de trouver de l'argent ailleurs, ils ne cueillaient pas. En quelques années, les 3/4 des champs de café ont été abandonnés. Les fourmis rendaient le travail trop pénible. Aujourd'hui, la fourmi électrique est moins présente dans les caféeries. D'elle-même, elle a quitté les côtes pour les montagnes. Mais elle continue à faire des dégâts. C'est bien ce que nous explique Joseph Manoté. Il dirige le parc de la Rivière Bleue, la réserve naturelle la plus visitée de Nouvelle-Calédonie, envahie par les fourmis électriques. Il suffit de poser un peu d'appât sur un arbre pour qu'en quelques minutes, elles arrivent par centaines. Et ça pose un sérieux problème. La patte s'étale bien. Parce que c'est dans cette forêt que se cache le plus grand trésor de la biodiversité calédonienne. Un trésor sur pattes que Joseph Manoté attire en enclenchant une cassette. Une sorte d'aboiement. C'est le cri du cagou, l'oiseau endémique de la Nouvelle-Calédonie. En quelques minutes, un spécimen sort des brousses. Ce qui est terrible, c'est que cet oiseau a la caractéristique étrange de ne pas voler.
Il est donc particulièrement menacé. La morsure de la fourmi électrique sur le juvénile donc, qui vient d'éclore et qui a la peau nue, qui peut l'inciter par exemple à quitter le nid et donc à ne plus être réchauffé par les parents qui couvent. Donc ça, c'est un impact direct. Autre conséquence, les fourmis dévorent tout sur leur chemin. Insectes, vers, petits lézards. Démonstration. En une seule piqûre, elles peuvent tuer une fourmi 15 fois plus grosse qu'elle. La chaîne alimentaire est alors brisée. Quasiment tous les insectes disparaissent, c'est-à-dire qu'ils quittent la zone, ou alors ils ont été consommés par la fourmi électrique lorsqu'ils sont suffisamment petits, mais ils disparaissent, c'est-à-dire qu'on a une perte de biodiversité majeure. Là où la fourmi électrique s'installe et se développe, en quelque sorte, ça devient un désert biologique. Mais comment cet insecte d'1 millimètre a-t-il pu se propager à cette vitesse? Pour le savoir, nous pénétrons dans le laboratoire de Julien Le Breton. Il a fait sa thèse sur les fourmis électriques et il a pu observer qu'elles avaient une organisation redoutable. En Calédonie, en fait, toutes les fourmis électriques sont des sœurs. Leurs mères sont des sœurs et leurs pères sont des frères. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des clones, en fait, voilà. Les reines et les mâles sont des clones et donc tous leurs descendants, finalement, vont être des frères et sœurs, quoi. C'est bien connu, entre sœurs, on s'entraide. Habituellement, les colonies de fourmis se font la guerre, mais là, elles vont s'unir en une armée destructrice pour la faune et pour la flore. Elle est très, très agressive. En fait, elle va considérer tout ce qu'elle rencontre comme une proie potentielle. Et même si la fourmi ou l'insecte qui arrive en face est 10 à 20 fois plus gros qu'elle, elle va essayer de la mordre et de la piquer immédiatement. La Nouvelle-Calédonie n'est donc pas au bout de ses peines. Chaque jour, plus de 5 millions de fourmis électriques naissent sur une zone grande comme un terrain de foot. À l'échelle de l'île, elles sont donc des centaines de milliards. Pour les scientifiques, c'est l'une des espèces introduites sur l'archipel les plus dangereuses. Tel un rouleau compresseur, elle avance dans la forêt et dévore tout sur son passage. Dans les montagnes de Nouvelle-Calédonie, un insecte minuscule sème donc la panique dans les forêts. La fourmi électrique. Pour contrer son avancée inexorable, un laboratoire calédonien a mis au point un poison prometteur. Ce jour-là, on teste le fameux insecticide au parc de la Rivière Bleue. Vous savez, là où les cagous, l'oiseau emblème de l'île, sont menacés par la fourmi. Ce poison, Julien Le Breton, spécialiste de la fourmi électrique, a participé à son élaboration. Et aujourd'hui, il veut en tester l'efficacité dans une forêt humide. Voilà l'appât qu'on utilise, un appât empoisonné. Cette fois-ci, c'est plus pour les nourrir, mais c'est pour les empoisonner. Donc, c'est du maïs avec de l'huile qui va les attirer. Et dans ces petits grains de maïs, il y a en même temps un insecticide très faiblement dosé. Le piège fonctionne. Les fourmis arrivent rapidement. Elles vont absorber le maïs empoisonné, puis le régurgiter à leurs reines. Ce qu'on vise là, c'est à tuer les reines, qui sont les seules reproductrices. Donc les reines vont accumuler l'insecticide petit à petit et vont mourir. Tuer les reines, c'est donc un peu couper le robinet à fourmis, car chacune pond 90 œufs par jour pendant 1 an. Ce poison suscite donc de grands espoirs. Problème, un usage massif, comme un épandage par hélicoptère, est impossible. Les cours d'eau pourraient être pollués. Seule une utilisation localisée du poison pour protéger certaines espèces, comme le cagou, est envisageable. Certains Calédoniens ont bien cru pourtant trouver un remède miracle, car la fourmi électrique a tout de même un prédateur, et c'est une autre fourmi. Nous retrouvons Hervé Jourdan, l'un des pontes en matière de fourmis. Il travaille à l'Institut de recherche pour le développement, et il nous conduit dans un champ de café traditionnel laissé à l'abandon. Pendant des années, il a étudié ici le développement des fourmis électriques, mais depuis 3 ans, elles ont disparu. Ces fourmis noires ont pris leur place. Tiens. Il y a des gens qui ont fait des observations un petit peu dans la nature et qui ont remarqué la présence de cette fourmi noire, qui semblait pouvoir lutter ou au moins contenir la fourmi électrique. Et les gens ont commencé à la propager en milieu de caféiculture. Effectivement, la fourmi noire repousse la fourmi électrique. Grâce à ses soldats, elle réussit même à la tuer en l'enserrant dans ses mandibules, comme ici.
Problème, cette fourmi noire à grosse tête, originaire d'Afrique, est elle aussi envahissante. Pour le court terme, effectivement, les populations sont soulagées, mais à moyen terme, on se retrouve avec des problèmes du même ordre, c'est-à-dire avec des écosystèmes qui sont complètement monopolisés et envahis par cette fourmi, comme on peut le voir. Les fourmis fragilisent les défenses des arbres. Et à terme, certains, aussi gros que celui-ci, peuvent même mourir. Voilà la Nouvelle-Calédonie frappée d'un double mal. Les autorités sont en alerte face à ces insectes destructeurs. D'autant qu'une troisième fourmi menaçante pourrait arriver d'Australie, la fourmi de feu. Voici ce qu'elle provoque. Chaque piqûre est semblable à une brûlure. Alors au port de Nouméa, chaque jour, les agents de la protection phytosanitaire traquent la fourmi de feu. Depuis 5 ans, un protocole de surveillance spécial fourmi a été mis en place. Les agents notent scrupuleusement tous les endroits qu'ils fouillent. C'est une zone enherbée. Ils posent un peu partout des pièges à fourmis. On cible principalement les zones sensibles, donc tout ce qui est par exemple milieu enherbé, zone où on va retrouver des déchets, points d'eau, les armoires électriques aussi. 50 000 containers arrivent chaque année sur ce port. Là encore, les agents inspectent les cargaisons dans les moindres recoins. Bien souvent, comme ici, la marchandise peut être un nid à insectes. Là, on a pas mal de débris végétaux là, qui sont... c'est de la contamination là. La contamination, elle est évidente. Hein. Il y a des traces de substrat, des traces de... Mais là, ce que je regarde, s'il n'y a pas des traces d'insectes vivants ou quelque chose qui peut véhiculer, notamment des œufs d'escargots, ce genre de choses, quoi. Au moindre doute, la cargaison est immobilisée. Pour les autorités, la meilleure arme contre ces fourmis est encore de les empêcher d'entrer sur le territoire. Chaque année, le service phytosanitaire bloque 10% des marchandises contrôlées. Ils ont ainsi attrapé des crapauds et des mangoustes. La fourmi de feu, elle, n'a pas encore montré le bout de son nez. Mais pour ce qui est des espèces déjà introduites sur l'île, comme la fourmi électrique, il est trop tard. L'homme ne parviendra jamais à l'éradiquer. C'est une certitude pour les scientifiques. Moi, le matin, sans un bon jus d'orange pressé par moi-même, j'arrive pas à me réveiller. Mais du coup, mon petit déjeuner, il n'est pas très écologique. Ben oui, parce que les oranges, il faut les faire venir du Brésil. Et bonjour, le bilan carbone, il n'est pas très bon pour un simple verre de jus de fruits. Il y a une solution, c'est de faire venir le jus uniquement, et le jus concentré comme ça. Là, ça prend 10 fois moins de place sur le bateau, donc c'est plus écologique. Sauf que du coup, c'est beaucoup moins bon. Eh oui, faire un geste pour la nature, ça demande des sacrifices. C'est un marché juteux, celui du jus de fruits. Rien qu'en France, on en consomme 157 millions de litres par an. Le champion toute catégorie, c'est le jus d'orange. Il truste la moitié du marché. Mais en embuscade, il y a le jus de pomme, avec 10% des ventes. Alors, sur la ligne de départ, un leader, le jus d'orange, et un challenger, le jus de pomme. Lequel gagnera l'étape du meilleur bilan carbone? Commençons par le grand favori, le jus d'orange. Le premier producteur mondial, c'est le Brésil. La quasi-totalité de la récolte est exportée à travers le monde. Surtout ici, en Allemagne. Mais sous une forme différente, celle d'un concentré. Le procédé permet de diviser le poids d'une orange par 10 et donc de faciliter son transport. Là, on a 200 kg de concentré. Et à partir de ces 200 kg, on peut produire environ 1200 litres de jus d'orange. Ça dépend de la teneur en sucre du concentré. Pour reconstituer un jus à partir d'un concentré, on rajoute des arômes, du sucre, de l'eau. Et il ne reste plus qu'à mettre en bouteille. Chaque année, cette usine en produit 130 millions. Et il faut bien ça, car avec 21 litres par personne et par an, les Allemands sont les plus gros buveurs de jus d'orange au monde. Dans la course au jus le plus écolo, intéressons-nous maintenant au jus de pomme. Nous sommes en Touraine, dans les vergers de Pascal. C'est la pleine saison de la récolte des belles chars,
des pommes à croquer. Pascal a le sourire, l'année a été bonne, sans grêle, ni maladie à déplorer. Alors ces pommes vont-elles servir à faire du jus? Celles-ci non, parce qu'elles sont super belles. Mais toutes celles qui sont déclassées, comme celle-ci, admettons, là, qui a un coup, là, on ne peut pas vendre ça en premier choix. Donc ça peut aller au jus. Cette année, seulement 3% de sa récolte sera pressée. En France, il n'y a pas de verger spécialement dédié au jus. Le jus de pomme est un sous-produit de la pomme à croquer. Il permet donc d'éviter le gaspillage. Du coup, dans notre match du jour, le jus de pomme marque des points face à l'orange. Une fois triées, les pommes de Pascal arrivent ici, chez Touraine Jus de Pomme. Les pommes trop petites, trop grosses ou légèrement abîmées ne sont pas perdues pour tout le monde. Pour Xavier Lardet, elles sont même précieuses. Il en a fait un business. On les lave, ensuite on les broie et tout simplement on les presse pour en faire de la pomme en jus. Pas de sucre, pas de colorant. On ne conserve uniquement que les qualités gustatives de la pomme. Mais il y a deux sortes de jus de pomme. Le pur jus, produit localement comme celui-ci, et le jus de pomme fabriqué à base de concentré. Il représente un tiers du marché. Nous sommes dans l'une des plus grosses usines françaises d'embouteillage de jus de fruits, toujours en Touraine. Là, vous voyez la fabrication d'un jus de pomme français qui est fabriqué donc sur une marque de distributeur. Dans ces barils, un liquide visqueux, du concentré de jus de pomme. Comme pour le jus d'orange, il faut y ajouter de l'eau. Avec 1 kg de concentré, on obtient 6 litres de jus de pomme. D'où vient ce concentré? Eh bien, pas vraiment du verger d'à côté, mais d'Europe de l'Est. Les pays comme la Pologne sont plutôt des producteurs de jus de pomme à base de concentré. Alors que des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Autriche sont plutôt des producteurs de pur jus de pomme. Finalement, concentré au pur jus, vous allez le voir, ça ne change pas la course. La brique de pomme reste en tête. C'est ce que nous confirme Isabelle Kieffer. C'est une spécialiste de l'impact environnemental des produits de la vie courante. Elle a calculé le bilan carbone comparé du jus de pomme et du jus d'orange. Résultat, un poste prime sur tous les autres, le transport. Ce qui est vraiment important, c'est l'acheminement des fruits vers l'usine d'embouteillage. C'est ça qui est le plus impactant dans toute la chaîne de vie du produit. On est dans un rapport de 1 à 2, mais on est à peu près à 110 grammes équivalent CO2 pour un jus d'orange, quand on est à 50 et quelques pour un jus de pomme. Pour venir de Pologne, le jus de pomme parcourt 1000 km. Alors que pour venir du Brésil, le jus d'orange en fait plus de 10 000. Et petit bonus pour le jus de pomme, il gagne aussi côté prix. 1 litre de jus de pomme coûte en moyenne 16 centimes de moins qu'un jus d'orange. Au col de l'environnement, victoire donc du Challenger, le jus de pomme, le local de l'étape. Certains l'aiment au petit déjeuner. Emilia ne partirait pas à l'école sans avoir bu son verre de jus d'orange. D'autres le préfèrent au goûter. Gaspard ne l'envisage pas sans son jus de pomme. Des jus de fruits appréciés par toute la famille. Ils seraient bourrés de vitamines et de fibres. Mais qui, du jus de pomme ou du jus d'orange, gagnera la prochaine étape de notre course, celle de la santé? Pronostic du nutritionniste. Pour Florence Foucault, la pomme et l'orange ont chacune leurs atouts. Quand on lui demande de trancher, elle verse plutôt du côté du jus d'orange. L'intérêt d'un jus d'orange, c'est son apport en vitamine C. D'abord, c'est une vitamine anti-fatigue. Son intérêt, c'est aussi de lutter en période hivernale contre certaines infections parce qu'elle stimule en fait le système immunitaire. En hiver, on privilégiera donc le jus d'orange pour tomber moins souvent malade. Et le jus de pomme alors? Maintenant, le jus de pomme a d'autres intérêts comme les antioxydants. Des antioxydants dans la pomme qui permettent de lutter contre le vieillissement des cellules. Et aussi des vitamines C et B, mais en bien moindre quantité que dans le jus d'orange. Sauf qu'il y a un hic, tant pour le jus d'orange que pour le jus de pomme. Pour tuer les bactéries et assurer une plus longue conservation des jus, les industriels utilisent la flash pasteurisation. Un nom un peu barbare pour un procédé finalement assez simple.
Les jus sont portés à haute température et refroidis très rapidement. Donc, par ce processus, bien entendu, on va avoir destruction des fibres, mais aussi destruction de toutes les vitamines. Adieu donc les vitamines dans les jus. Du coup, bien souvent, les industriels les rajoutent à la fin. Mais vous allez le voir, ce n'est pas le plus inquiétant. François Veilleret est le président du Mouvement pour le droit et le respect des générations futures. Une association qui traque la présence de pesticides dans notre environnement. Il nous présente 2 études, l'une sur le jus de pomme, l'autre sur le jus d'orange. Et parmi les échantillons analysés, l'un comme l'autre était positif aux pesticides. On a des teneurs en pesticides qui sont largement supérieures à ce qu'on tolère pour l'eau de boisson. Donc c'est quand même quelque part assez inquiétant de voir qu'on donne à nos enfants des jus de fruits à boire dont les teneurs en pesticides sont bien supérieures, parfois plusieurs dizaines de fois supérieures à ce qu'on tolère dans l'eau du robinet par exemple. C'est pas très logique. On retrouve donc bien des traces de pesticides dans les jus de fruits. Mais quel est le risque pour la santé ? Le risque, c'est pas un risque d'empoisonnement, c'est comme ça, aigu, c'est un risque sur le long terme de voir effectivement des enfants ou la femme enceinte aussi soumis par exemple à des produits qui sont cancérigènes. Et là on est sur une incertitude aussi parce qu'on a des effets de cocktail. On a montré l'année dernière nous dans notre étude Menu Toxique que les enfants géraient des dizaines et des dizaines de produits toxiques et plus de 20 pesticides dans une seule journée. Donc l'effet de ces cocktails de pesticides peut être assez détonnant. Un cocktail auquel le jus d'orange et le jus de pomme participent. Dans notre course, les 2 jus de fruits sont donc disqualifiés avant de passer la ligne d'arrivée. Le vainqueur est un outsider, le jus de pomme bio. Tant pour son bilan carbone que pour la santé, lui au moins, il est clean. Salut monsieur, dame et la compagnie, je me présente, JB, association Rando Crado. Rando Crado, c'est une assoce qu'on aime la nature, les grands espaces, et qu'on te fait des pique-niques que je te raconte pas. Une devise, profite et trace. Profite, on rentre léger. C'est-à-dire que quand on a fini de boulonner, hop, on rentre. Et trace, on rentre tout droit au bercail. Avec Germaine. Rando Crado, c'est pas Jojo. Il se rend pas compte, mais avec tous ces petits gestes, ça pollue le parc. Ça met en danger les espèces animales et les espèces végétales de toute la région. Oh, quel rabat-joie celui-là. Mais nous aussi, on adore la nature chez Rando Crado. La preuve, tout ce qu'on bouffe pas, on le refile aux marmottes. Ouais, c'est plutôt avec les blaireaux et les putois que vous devriez mieux vous entendre, non? Ça me fait rire. Le massif des Écrins, dans les Alpes, porte bien son nom. Il renferme des trésors tellement précieux qu'il est classé parc national. Sur ses pentes aujourd'hui des promeneurs. Pas de sacs à dos, mais des sacs poubelles. Leur balade est écolo. Ils ramassent mégots, bouteilles en plastique et papier gras tombés des téléskis. Triste vestige de la saison hivernale. La récolte du jour, près de 500 kilos de déchets en tout genre. Quand on a des mégots devant soi alors qu'on a des super belles fleurs juste à côté, c'est un peu les boules, quoi. Voilà. Faut mieux que ce soit un champ de fleurs qu'un champ de mégots. Félix et sa bande, eux, ne risquent pas de laisser des mégots derrière eux. Ce sont des papy-marcheurs, des randonneurs modèles. Le parc et son règlement, ils les connaissent par cœur. Ils savent ce qui est interdit. À l'heure de la pause pique-nique, pas question d'abandonner ici ne serait-ce qu'une épluchure de banane. Tout est redescendu dans la vallée. Un coup d'œil, surtout le dernier ou l'avant-dernier, on doit acheter un petit coup d'œil si on n'a rien oublié. On fait attention à tout ce qu'on doit faire, rien de plus. Pas de feu, bien sûr, en forêt, on ne doit pas trop en faire déjà, pas de camping, pas de vélo. On ne touche pas aux plantes. C'est surtout ça qui est le plus difficile, on n'y pense pas toujours. Et quand on voit une fleur ou ne serait-ce qu'une plante, on a tendance à la prendre. Donc là, il faut se forcer pour ne pas les prendre. Cueillir un bouquet de fleurs, c'est risquer une amende de 65 €. On peut se faire pincer par Marcel, un agent du parc national. Il peut coller des PV à ceux qui s'éloignent des sentiers, qui laissent des ordures ou qui promènent un chien. Mais il préfère agir en amont.
Les sentiers en lacets, par exemple, c'est un fléau. Couper les zigzags pour prendre un raccourci, ça arrache la végétation au passage. L'astuce de Marcel, cacher les lacets au regard des randonneurs. Quand on trace les sentiers ou quand on les entretient, on évite justement de faire des lacets. Comme ça, quand quelqu'un descend sur un sentier, s'il ne voit pas le chemin plus bas, il n'a pas tendance à le couper. Marcel veille aussi à la tranquillité des animaux. Ici, la chasse est interdite et les chamois sont de retour. Mais depuis que les touristes sont là, les marmottes sont touchées par un drôle de mal. L'embonpoint. Alors Marcel a sa marotte. Ne pas donner à manger aux marmottes, c'est pas parce qu'on ne veut pas que les gens donnent à manger, mais souvent c'est du chocolat, c'est des choses comme ça, et ça crée des équilibres physiologiques énormes chez les animaux. Hein. On a des crises d'eczéma, d'urticaire. Les aigles royaux aussi pourraient se plaindre des visiteurs mal élevés. Ces rapaces nichent dans les falaises et les grimpeurs les dérangent, avec ces points d'attache qu'ils laissent fixer dans les parois. Frédéric est président du bureau des guides des écrins. Il défend une grimpe responsable. Il a une idée, les points d'attache amovibles. On peut aller n'importe où dans le parc, ouvrir une voie, du moment que l'on laisse rien en place, on a tout à fait le droit de le faire. Le problème, les bandes de papy marcheurs ne s'y aventurent. Pour eux, pas besoin de prouesse technique pour découvrir les écrins sans laisser de traces. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Mais comme il y a encore plein de choses à découvrir, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Mac de la Science. Et en attendant, n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.